Bonjour à tous. Si on définit un tant soit peu le rôle du rabbin au sein d'une communauté, nous pourrions dire qu'il se doit être un accompagnateur, un rassembleur. Il nous enseigne son savoir, nous aide dans toutes les démarches religieuses, de la naissance au décès, en passant par les brit milot et les mariages. Il animera les offices, s'investira dans l'éducation à travers le Talmud Torah, la préparation à la bar et bat mitzvah, et soutiendra le mouvement de jeunesse existant ou encouragera sa création et animera des Shabbats pleins. En France, le titre de rabbin s'obtient au séminaire israélite de France à Paris, dont le grand rabbin Olivier Kaufmann en est le directeur. Grand rabbin Olivier Kaufmann, bonjour. Voilà, vous avez un micro. Bonjour, bonjour. À vos côtés, le rabbin Zedoun, rabbin de la synagogue Mishneh à Nice, qui pourra nous commenter son parcours. Rabbin Zedoun, bonjour. Bonjour, je me permets de rectifier quelque chose. Alors c'est Zerdoun. Zerdoun, excusez-moi. Zerdoun. J'ai bien écrit, mais j'ai mal prononcé. Et c'est pas synagogue Michelet, c'est centre communautaire à Michelet. Voilà. Centre communautaire Michelet. Voilà. Merci pour la précision. Alors tout d'abord, grand rabbin Olivier Kaufmann, le rôle du rabbin, c'est un rôle très complexe et c'est un rôle qui ne s'improvise pas. Quel est le niveau d'études requis et combien de temps dure la formation ? Alors, vous avez raison de dire que le rabbin, c'est un accompagnateur à tout niveau. Un enseignant, un pédagogue. Je dirais que c'est aussi un psychologue, une assistante sociale, donc il doit être polyvalent. Et l'école rabbinique a ceci de particulier, c'est que ce n'est pas juste une forme de yeshiva, c'est une école où on apprend tous les savoir-faire. Et pour revenir à votre question basique, dans les statuts, ce n'est pas moi qui les ai faits, dans les statuts du consistoire, le niveau minimal requis, c'est le bac. La durée officielle est de 5 années. Mais bien évidemment, aujourd'hui, avec tous les défis que nous devons relever, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel, où on a parfois des élèves qui sont déjà mariés avec des familles ou des communautés qui ont urgemment besoin de rabbins, il est évident que nous pouvons faire preuve de souplesse. L'exemple le plus connu, c'est celui, par exemple, de Yair Ziri, qui faisait des allers-retours à n'en plus finir parce qu'il était en même temps enseignant à l'école de l'Alliance, à l'époque où il existait, où il était rue Blacas, avant d'arriver à Michelet, et il faisait des allers-retours, et je dois remercier la communauté qui a financé ces allers-retours, c'est-à-dire qu'il courait de partout, hormis son bagage universitaire, donc il était à l'école rabbinique. Mais quand on bosse, on n'a pas besoin de rester 5 ans à l'école rabbinique. Yair, il a fait son diplôme en 3 ans. Je dirais donc en fait, tout est une question d'organisation de travail. Alors c'est vrai qu'il faut savoir s'organiser, parce que l'école rabbinique, il n'y a pas des tuteurs du matin jusqu'au soir pour regarder comment les élèves travaillent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut être en deçà des 5 années. Un petit peu comme dans toutes les universités. Oui. C'est vrai, mais bon, on pourrait s'attendre que d'une école privée d'enseignement supérieur, il y aurait peut-être plus d'encadrement. Je préfère être transparent. Ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai qu'on on est dans le quartier latin, on peut très vite s'égarer dans le quartier latin. Alors, grand rabbin Kaufmann, Olivier Kaufmann, avant que l'on en rentre dans le vif du sujet, comment vous définiriez le rôle du rabbin d'une communauté consistoriale ? Alors, communauté consistoriale, c'est une communauté déjà qui accepte tout le monde. Vous savez, souvent, on nous oppose à toutes sortes d'obédiences. Je dirais que nous, on prend les juifs de tous bords. Les juifs qui sont fâchés, les juifs qui sont peut-être pas halachiquement juifs, on prend tout le monde. Donc le propre du consistoire, d'une manière générale, c'est la troisième voie, la voie médiane. Mais c'est une voie d'équilibriste, très difficile à tenir. Et c'est vrai que pour nos jeunes rabbins, c'est toujours compliqué d'être à la fois ancré dans la halakha, dans la loi, parce qu'il ne faut pas transiger avec nos valeurs ancestrales, et en même temps être toujours tourné vers la modernité et ouvert et accueillant et intégré dans la vie de tous les jours. Mais c'est compliqué parce que il faut avoir une intelligence du cœur, on peut être le plus grand des érudits et ne pas avoir cette capacité. Alors je dirais, elle se travaille à l'école, mais il faut être honnête, on l'a ou on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'il faut quand même... C'est pour ça que je disais tout à l'heure sur la radio que lorsqu'on a des jeunes qui sont passés par toutes sortes de leadership, je pense au mouvement de jeunesse,
je pense à des expériences communautaires où chacun a pu peut-être mener une activité, quelle qu'elle soit, c'est déjà un degré de proximité avec le savoir-faire au sein du consistoire. Donc le consistoire, c'est la voie médiane, c'est-à-dire qu'on est là pour agréger toutes les différences sans pour autant transiger avec ses valeurs. On va parler de la formation. Grand rabbin Olivier Kaufmann, durant ces 5 années au séminaire, quelles sont les matières qui sont enseignées, étudiées ou approfondies par l'universitaire? Par l'universitaire, qu'est-ce que vous entendez par l'universitaire? Par la personne qui va rentrer, par l'élève. Par l'élève. Quelle est la définition d'ailleurs de... On ne peut pas dire séminariste, puisque c'est un séminaire, mais... Élève rabbin. Élève rabbin, voilà, oui. Je préfère. Alors, il faut savoir qu'il y a les enseignements fondamentaux, c'est-à-dire le Talmud, le droit rabbinique, la halakha. Il y a également la pensée juive, et quand on dit pensée juive, c'est-à-dire la philosophie avec tous les grands auteurs, parce qu'on n'a pas à rougir de nos rabbins qui ont construit une philosophie juive et qui ont souvent été confrontés au monde extérieur tout en se basant sur les textes fondamentaux. Et puis vous avez également l'enseignement de l'histoire juive, depuis ce qu'on appelle le deuxième temps, Baït Sheni, jusqu'à nos jours, avec un enseignement spécifique aussi sur l'histoire de la Shoah pour pouvoir précisément être là aussi un accompagnateur d'une grande partie de la communauté juive qui a souffert de cette période et qui a besoin et d'avoir un soutien, je dirais, psychologique, théologique, mais avec des rabbins qui sont capables d'être, je dirais, précis dans la manière d'appréhender cette période douloureuse et si délicate. Et puis vous avez également les savoirs périphériques avec la psychologie. Alors là encore, j'ai dû broder parce que, en fait, ce qui se passe... La psychologie, vous l'enseignez? Alors, je vous explique. En fait, quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'enseignement de psychologie. Mais ce que j'ai fait, c'est que dans mes connaissances, j'ai demandé à un psychiatre de pouvoir commencer. Alors, on est vraiment dans les premiers pas pour pouvoir traiter à la fois des grands sujets qui nous préoccupent en tant que rabbin, les addictions, les violences conjugales, les violences de tous bords, parce qu'un rabbin ne peut pas être indifférent à cela, déjà la première chose, mais il faut qu'il sache comment accompagner. Alors le rabbin, ce n'est pas un thérapeute, attention, on n'est pas un apprenti sorcier, mais il faut qu'il soit capable de savoir à qui s'adresser pour accompagner jusqu'au bout, tout en transmettant à un moment donné la famille, l'enfant ou la femme ou le conjoint. D'accord ? Donc il y a toutes sortes de choses à évoquer. Et puis je dirais que le psychiatre en question a eu ceci de particulier, c'est qu'il a aussi su créer une dynamique de groupe. En fait, les rabbins ont besoin de parler comme les élèves rabbins, et souvent, les groupes de parole ne sont pas suffisamment présents au sein de notre corporation pour pouvoir faire en sorte qu'on ne soit pas jugé par le regard d'autrui et qu'on puisse s'exprimer en toute liberté. Et puis vous avez aussi le dialogue interreligieux. Ça aussi, alors tout ce que je dis, je n'ai pas innové, hein, ça existait, mais c'était de manière épistolaire. Là, par exemple, tous les ans maintenant, j'ai institué un séminaire de formation au dialogue interreligieux avec, alors ça peut peut-être vous étonner, avec un moine bénédictin qui a ceci de particulier, c'est qu'il parle hébreu couramment, c'est qu'il a été directeur, il a succédé au Père des Bois, il a été directeur du service national des relations avec le judaïsme, donc il connaît parfaitement la communauté juive, il connaît parfaitement le judaïsme, bon là il est reparti, donc il vient plusieurs fois par an, mais il est dans le monastère d'Abou Ghosh près de Jérusalem, et donc lui, il n'est pas là pour le consensus mou, on s'aime tous et on est tous égaux. Non, on a nos différences théologiques. Pas de syncrétisme. Voilà, pas de syncrétisme mou. On est là pour respecter les différences théologiques et mettre en avant aussi les contentieux. Vous voyez, je vous donne un exemple, parce que c'est l'un des rares à le dire. Lui, il ne dit pas Ancien Testament. Parce qu'Ancien Testament, pour nous les Juifs, c'est injurieux. Vous voyez, c'est l'ancien Israël, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu nous aurait, voilà, on nous tolère, mais on serait condamné à errer à la surface de la terre parce que c'est notre malédiction, parce qu'on aurait péché. Sauf que dans le Talmud, on nous dit Israël afapi shichata ou Israël, Israël où? C'est-à-dire que c'est vrai, on a nos parts d'égarement, d'obscurité dans notre histoire, mais c'est pas pour autant qu'on est condamné par notre passé. Et quand le peuple juif retourne sur sa terre dès 48, en tout cas une partie, c'est une claque envoyée à tous ces prédicateurs qui disaient le virus Israël, c'est pas Israël. Donc lui, il a ceci de particulier, c'est qu'il ne dit pas l'Ancien Testament, il dit le Premier Testament. Donc il reconnaît la révélation de la loi d'Israël. Et il y a aussi, on développe aussi des qualités liturgiques. On apprend le chant. Alors ça aussi, il faut dire que
il y avait avant une école de Chazanout au sein de l'école rabbinique. Il y avait une école de cadres. Quelle tendance? Quoi? Chazanout de quelle tendance? De Marocaine? toute tendance. De toute tendance. Vous savez, mon grand-père, paix à son âme, à la chambre, était directeur d'école rabbinique, le grand rabbin Chili. Il a été aussi aumônier des camps d'internement pendant la guerre. Mais vous savez, quand on discute avec un garçon comme Adolphe Attia, Que j'ai connu. voilà, il n'est pas ashkénaze, mais il me dit, je dois tout à ton grand-père. Pourquoi? Parce qu'il y avait ceci aussi de singulier, c'est qu'il y avait, je dirais, une mixité. Je pense à Adolphe Attia, je pense à René Jasner, je pense à tous ces grands chazanim qui ont fait l'histoire de notre communauté. Je pense à Yoshua Danoff, qui en fait s'appelle Ben Denoun, mais c'était son nom d'artiste. Vous voyez, tous ces hommes qui ont été des véritables cantors, qui ont travaillé la musique, grâce à Léon Algazi. C'était pas juste pousser la chansonnette, c'était voilà, des hommes qui déchiffraient des partitions, qui composaient. Adolphe Attia a composé des musiques pour accompagner la liturgie à la Grande Synagogue de la Victoire. Bon, alors bien sûr, les choses ont évolué. Et puis vous avez aussi des gens comme Léon Cohen, le rite hispano-portugais, la Grande Synagogue de Buffo et à Bordeaux. Et tout ça, on l'apprend. Alors justement, mais non, mais alors après l'école a fermé. Tout ça, c'est une question de moyens, vous voyez. Donc en fait, on fait du rafistolage, mais j'ai pas le choix. C'est où Vous avez un manque de budget, là. Oui, ben ça c'est encore un autre sujet, mais bon, on va pas. On en parlera tout à l'heure. Donc c'est un autre, voilà, c'est une autre thématique. Pour continuer. Voilà. Dans en un tout cas, rapport... juste pour terminer, je voudrais vous dire que on a un garçon formidable qui est Philippe Darmon. Et normalement, il va reprendre cette année, parce qu'en fait, avec le Covid, on l'avait suspendu. Et lui fait travailler la chazanout, mais il fait aussi travailler la respiration. Parce que la respiration abdominale, c'est la clé de voûte. Non pas juste de la parole chantée, mais de la parole, voilà, l'art oratoire, vous voyez, respirer pour pouvoir poser sa voix. Dans un rapport national de 2004 du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'évolution du système éducatif de la France, on pouvait lire « Au cours de la dernière décennie, le système éducatif français a connu d'importants changements. Allongement de la durée des études, modification des programmes et des méthodes d'enseignement, utilisation croissante des technologies de l'information et de la communication, décentralisation de la gestion et émergence d'une nouvelle culture de l'évaluation. » Alors, grand rabbin Olivier Kaufmann, à l'image de l'éducation nationale, au séminaire, la formation a-t-elle évolué au fil du temps? Qu'est-ce qu'on a écarté? Qu'est-ce qu'on a développé? Là aussi, c'est une vraie question, je dirais, idéologique. En fait, on n'a jamais écarté quoi que ce soit, mais force est de constater que si on regarde les différentes directions du séminaire israélite de France, il y a eu des volumes horaires et des... Non, je sais que c'est pas vous. Pourquoi? Non, je vous ai pas... Ah quoi? Ah. Non, mais mettez plutôt du Mozart déjà, parce que vous voyez, au moins que ça soit agréable, parce que cette sonnerie, elle est... Non, mais c'est vrai. Ou de la chazanout. Voilà, mais bon, mais... Alors... Non, mais coupez les téléphones, parce que là, sinon... Ça va couper aussi les effets. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Je ne sais plus. Ah oui, voilà. Qu'est-ce qu'on a développé, qu'est-ce qu'on a écarté? En fait, la vraie difficulté, vous savez, on a tellement fantasmé sur l'école rabbinique jusqu'à aujourd'hui. Et je remercie les élèves rabbins qui sont des véritables ambassadeurs du séminaire. Et tout ce qu'on a pu dire sur ce qui se passait à l'intérieur. Je ne vous dis pas les choses, des fois, mais tellement absurdes que j'entends et que nous entendions même avant que je sois directeur. Et moi, j'ai vécu... moi, j'ai fait des études de droit avant de faire le rabbinat. Et on n'a pas à rougir. Ouais, j'ai fait l'université française, Panthéon-Sorbonne, avec des hommes aussi illustres que Robert Banater et Jean-Denis Bredin. Je vous assure que nous avons dans l'équipe rabbinique des hommes qui méritent notre admiration et qui sont... ou qui ont été des rabbins de terrain, qui sont des véritables penseurs, qui ont une manière certes très particulière d'étudier le Talmud ou la halakha, le droit rabbinique. C'est vrai que ce n'est pas une yeshiva, l'école rabbinique, mais on y fait du Talmud. Parce que quand j'entends, oui, on fait de la Bible, mais la Bible, c'est pourquoi ça serait l'apanage des autres? Alors j'entends, oui, qu'on fait de la Bible, mais parce que quand on est dans le texte, tout à l'heure, Youssef Zerdoun disait sur la radio à juste titre, qu'on apprend à bien traduire, pas être dans l'approximation. Vous voyez, quand on prend des textes bibliques, c'est pas juste pour parler avec ceux qui ne sont pas juifs, c'est que quand on fait une haftara, par exemple, je pense au livre des haftarot du grand rabbin Goldman, paix à son âme, mais c'est pas de la rigolade. Je veux dire, il y a le sens de la précision historique, le contexte historique. Donc ce qu'on fait, c'est pas des choses qui seraient dévolues aux autres. Alors c'est pour ça qu'il y a un grand malentendu. On croit qu'on ferait de la critique biblique ou je ne sais quelle pensée divergente et qui pourrait ne pas aller dans le sens de ce qu'on attend
d'un futur rabbin. Non. Alors c'est vrai qu'il y a eu des grands professeurs, à l'époque où mon grand-père était directeur, comme le professeur Georges Vajda, comme le grand rabbin Charles Toiti, qui étaient plus universitaires. Encore que je dirais que certains des enseignants, voilà, comme le rabbin Sultan, qui est docteur ès-lettres, et puis il n'y a pas que le rabbin Sultan, mais il y en a d'autres, le professeur Huttner, qui a eu aussi un parcours jusqu'au DEA, bon bref. Le rabbin Jonas, voilà, donc on n'a pas à rougir. Je salue l'arrivée de Charles Sulman, qui est le secrétaire général de la commission administrative du séminaire israélite de France. Voilà. Alors, autre question, cette fois-ci, au rabbin Zerdoun, pardon. Cette formation, d'après vous, est-ce qu'elle est trop longue ou est-ce qu'elle est trop courte? Juste remarquer l'élégance de notre rabbin. Absolument, hein, c'est vrai. Oui. Mais ça, il l'avait déjà avant d'entrer à l'école. La cravate n'est pas de travers. Ouais. Ah. Rabbin Zerdoun. Est-ce que c'est trop long ou c'est trop court, alors, cette formation? Je vais répondre à votre question, mais il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir, parce que c'est un point sur lequel j'aime appuyer avec les fidèles du centre Michelet. C'est que vous avez dit, le rabbin est là pour transmettre son savoir. Alors je précise toujours à mes fidèles que je ne suis pas là pour transmettre mon savoir. Je suis là pour faciliter l'accès au savoir. C'est une autre vision des choses, effectivement. Moi, je pense que c'est la vision des choses. Parce que moi, j'ai étudié 10 ans à Yeshiva. Et tout le temps, on se remet en question. On découvre de nouveaux textes sur le même sujet. Et donc, les fidèles me font découvrir qu'en fait, finalement... vous savez, je crois qu'il y a dans des textes de mystiques juifs, on dit que la Torah, c'est comme entrer dans un océan. C'est-à-dire que dès que vous êtes à l'extérieur de l'océan, vous voyez une rive, vous voyez l'autre. Mais dès que vous rentrez, plus vous nagez, plus vous voyez que ça finit jamais en fait. Et c'est ça que les fidèles me rappellent à chaque fois que je donne un cours. Donc je leur dis, moi j'ai pas la science infuse, il y a des questions auxquelles je pourrais pas répondre, mais je vous facilite l'accès au texte. Et ça, c'est ce que j'ai appris. Notamment, on parlait de la Bible, ce que j'ai appris grâce au séminaire israélite de France, à avoir cette traduction précise du texte biblique, à avoir cette vision globale de toute l'histoire biblique, et pour faciliter l'accès au texte aux fidèles, et aux fidèles en France, dans un français châtié, avec un vocabulaire riche. Et c'est un peu cela, comme je disais tout à l'heure à la radio, la marque de fabrique du séminaire. Deux types de formations s'offrent aux futurs rabbins. La formation en continu, ce mode d'apprentissage proposé en vue d'améliorer les compétences ou d'acquérir de nouvelles connaissances professionnelles dans le cadre des locaux du séminaire. Ou alors il y a une autre formation, la formation en alternance, qui désigne un système de formation alternant, une formation en entreprise privée ou publique, ici une communauté consistoriale et un établissement d'enseignement. La question se pose pour les deux rabbins. D'après vous, quelle est la bonne méthode? L'alternance ou le continu? Est-ce qu'on doit apprendre en permanence au séminaire ou on doit partir 3 semaines et puis une semaine dans une communauté? Ou 15 jours, je ne sais pas. D'après vous, quelle est une bonne formule? Rabbin Zerdoun. Alors, je pense qu'on peut répondre avec cette question, en fait, peut dériver également sur la première. Est-ce que c'est trop long ou est-ce que c'est trop court? Mais faire écho à ce que j'ai dit avant, est-ce qu'il y a un véritable temps de formation au texte de la Torah? On n'a jamais fini. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de connaissances acquises? Il y a des systèmes différents. On parle d'un rabbin dans la cité, c'est-à-dire que le séminaire israélite de France est là pour former un rabbin qui sera un accompagnateur, soit pour les textes. Ce que je demande, c'est d'après vous, est-ce qu'il y a une bonne méthode? Est-ce que c'est une méthode en continu? Ou alors est-ce que c'est une méthode finalement discontinue? On apprend au séminaire et puis ensuite on va sur la... Je vous répondrai, avant de laisser parler au Rabbin Kaufmann, qui répondra sûrement mieux, qu'un médecin, avant d'avoir son diplôme, il est interne d'abord. Externe, interne, et après il a son diplôme. Oui, mais là vous faites du pitbull. Rabbin Kaufmann. D'abord, je voudrais rebondir sur un mot qui me plaît dans les propos du rabbin Zerdoun, c'est faciliter l'accès. Parce qu'en fait, le rabbin, c'est un facilitateur, à tout point de vue. Et c'est vrai qu'on n'a pas la prétention au séminaire à tout étudier.
Si l'élève n'a pas un travail d'étude personnelle, il ne pourra pas compléter de manière entière ce qu'il a appris au séminaire. Donc, c'est jamais terminé. Nous sommes des éternels étudiantes et étudiants. Voilà. Et l'autre chose, c'est que c'est vrai qu'au séminaire, on apprend une autre manière d'étudier. Alors souvent, les élèves peuvent être un peu réfractaires quand ils arrivent à l'école parce qu'ils n'ont jamais étudié de cette manière. Et puis pour les gens intelligents, comme lui par exemple, alors ils prennent le temps de comprendre ce que les enseignants attendent. Parce que c'est vrai que souvent, ils ont... Le lui, c'est le rabbin Zernoun. Hein. Oui. Mais je ne voulais pas dire le rabbin Zernoun tout de suite maintenant, puisque je l'ai déjà dit il y a quelques secondes, et je ne voulais pas le faire rougir. Mais là, maintenant, vous le faites rougir. Alors donc, tout ça pour dire qu'il y a une méthodologie. Vous voyez, je disais tout à l'heure, notre force, mais il ne faut pas s'en départir, parce que l'écueil, ça serait d'aller dans la facilité, le ritualisme à outrance dénué de sens, dont on nous a souvent reproché, c'est que la méthodologie qu'on apprend au séminaire, c'est de prendre du recul avec le texte, de ne pas faire une lecture littéraliste et de pouvoir se saisir de toutes les armes qu'ils ont pu acquérir, pas juste avec les rabbins enseignants, mais avec tous les professeurs. Parce que même le professeur d'histoire, je pense au professeur Huttner, est un homme qui est pétri de valeurs juives, pétri de connaissances juives, ce qui n'empêche pas d'avoir fait des études profanes d'histoire. Donc c'est tout cet ensemble. Maintenant, pour revenir sur votre question, alors là aussi le rabbin Zernoun a raison, c'est comme la question sur la... Oui, mais en fait compte, vous savez, je dis toujours, je le dis à chaque fois que je suis devant un président de communauté ou président du consistoire, chaque élève c'est un olam, c'est un monde. Donc il faut pouvoir prendre le temps de comprendre. Déjà, l'âme humaine, elle est complexe. Mais un élève rabbin, je ne vous dis pas. Voilà, il faut prendre le temps de comprendre. Et faire, non pas, je dirais, un programme à la carte, mais voir comment on peut faire en sorte d'être à la fois à la maison. La maison, c'est l'école. Mais le problème, c'est qu'à force d'être à la maison, on n'a plus envie d'en sortir. C'est un cocon protecteur. On est logé, nourri et blanchi. Et de pouvoir être sur le terrain. Mais sur le terrain, le problème, c'est que souvent, on est happé par un cahier des charges qui ne correspond pas toujours à celui qu'on devrait donner à un élève rabbin, parce que si l'élève rabbin, il est happé tout de suite par toutes sortes d'activités rabbiniques, alors qu'il faut hiérarchiser les priorités, c'est pas tout de suite de le jeter dans le dialogue interreligieux, sinon il n'a plus le temps de se consacrer aux études, donc ils sont épuisés. Non, je le dis parce que les gens ne prennent pas conscience. L'élève rabbin, quand il revient le lundi matin, il est presque en train de dormir en classe, parce qu'il a ramené, quand il est célibataire, déjà lui, il a ramené ses affaires, mais quand il faut ramener sa femme et ses enfants, voilà, un Kollelman, il n'a pas ça. Et avec tout le respect que je dois au Kollelman, le Kollelman, généralement, il termine le jeudi après-midi. Il a le week-end pour être avec son épouse et ses enfants, pour profiter du Shabbat et du dimanche. Ce qui n'est pas le cas de tous ces élèves. Et ça, je voudrais leur rendre hommage. C'est un véritable temps de sacrifice. Et je rends hommage aussi aux épouses et aux enfants, parce que déjà, la vie rabbinique, c'est pas facile, mais alors la vie d'une épouse d'élève rabbin, c'est encore plus compliqué. Grand rabbin Kaufmann, Olivier Kaufmann, je vais vous embêter un tout petit peu. On va faire des petits calculs. Si les études durent 5 ans, je suis très mauvais en calcul. Ça fait 2 rentrées tous les 10 ans. Alors, combien de candidats... Recommencez là, parce que je vous ai pas écoutez, suivi. Redites. Écoutez, les études durent 5 ans. Non, donc ça veut dire qu'il y a 2 rentrées tous les 10 ans. Non, mais vous avez bien compris. Tous les 10 ans. Oui, mais vous avez entendu ce que j'ai dit en préambule. Et il y a 20 candidats. Donc ça fait 40 candidats. Mais comme un garçon comme Yaziri, il a terminé en 3 ans diplômé. D'accord ? Donc il a laissé une place vacante. Voilà. Donc quelqu'un s'est inscrit. Allez. Voilà. Allez. Alors maintenant, alors, si vous voulez une transparence totale, je vais vous dire exactement ce qui se passe. Combien de candidats finalement par an ? Non, attendez. On va aller léat, en prenant le temps de comprendre ce qui se passe. Vous avez généralement, chaque année, entre 10 et 15 candidats. La difficulté, c'est que quand le candidat, et je respecte son choix, pose comme question, et ne soyez pas choqués, parce que je trouve que c'est normal aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, la question de savoir comment il va vivre. Quel va être le revenu ? Quel va être son revenu ? Pendant le séminaire ou en tant que rabbin ? Les deux, mon capitaine. Pendant ses études, parce qu'en plus, je ne vous dis pas comment son salaire, je connais des élèves rabbins qui, lorsqu'ils sont devenus diplômés, il n'a pas toujours été facile de faire accepter à certains présidents de communauté qu'il fallait revaloriser aussi le salaire. Donc c'est normal, ils ont des angoisses. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas confiance dans le système, mais ils savent très bien que dans la vie rabbinique, quand vous négociez une fois, après c'est fini.
Vous voyez, et qu'en plus, il y a un tel tabou déjà en France, et encore plus, un rabbin ne peut pas parler d'argent. Sauf que, mes chers amis, dans le judaïsme, on ne fait pas vœu de pauvreté. On ne fait pas vœu d'ascèse. Un rabbin, il doit être bien payé, parce que sinon, ça va être un schnorreur, ça va être un mendiant. Et après, il ne faudra pas se plaindre qu'il va courir après plusieurs lièvres et qu'il sera obligé de se disperser. Donc, le candidat, il pose toutes ces questions parce qu'il a déjà vu un rabbin devant ses yeux dans sa vie. Il a déjà vu une famille ou des enfants de rabbins qui racontent et qui se plaignent. Donc, ça, ce sont des questions. Et la volonté politique du consistoire, et je pense au grand rabbin de France, et je pense au président du consistoire, et je prends un témoin, Charles Sulman, ici présent, c'est qu'il y a un volontarisme que je ne conteste pas, sauf que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore véritablement une question d'accompagnement économique de tous ces élèves. Et si on ne veut pas assister, je dirais, à une paupérisation, je le dis vraiment du fond du cœur, une paupérisation de la corporation rabbinique, alors il faut s'y prendre dès le moment où je reçois un candidat. Donc souvent, le candidat, quand on lui dit déjà le montant de la bourse et le fait qu'il va quand même devoir consacrer du temps pour les études, bah souvent, il va dire « je vais réfléchir avec mon épouse » quand il est marié. Et quand il est célibataire, il va dire « laissez-moi un temps de réflexion ». Après, vous avez aussi un grand groupe de candidats, et là encore, je ne suis pas là pour juger, qui viennent de certains milieux où on n'a pas passé le bac. Donc ce qui se passe, c'est que moi je suis là pour les accompagner. Là, on va en parler tout à l'heure. Par contre... Alors attendez. Alors maintenant... Donc, vous voulez pas que je vous pose oui, d'autres alors questions? Attendez, je vous donne l'exemple de l'année dernière. Sur 5 nouveaux élèves, donc ça veut dire 5, il y avait quoi, 12-13 candidats, 5, eh bien vous avez déjà un qui m'a fait comprendre qu'il arrêterait. D'accord? Donc voilà, donc au bout d'un an. Bon, après, je ne veux pas rentrer dans les détails du dossier, il était moitié là, moitié absent. Donc en fait, il y a une véritable difficulté de constance. Donc ce qui veut dire que oui, après vous avez encore un 3e stade où vous avez des élèves qui terminent la totalité du cursus et qui, parce qu'ils sont happés par les activités rabbiniques, vont mettre un temps fou à finaliser les unités de valeur. C'est-à-dire qu'ils ont fait certains examens, mais ils n'ont pas fait d'autres. Généralement, ce qui prend le plus de temps, c'est le mémoire. C'est un mémoire entre 60 et 80 pages qu'il faut rédiger avec les règles universitaires. Et puis, l'épreuve de sortie de droit rabbinique qui comporte un programme vaste. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à vos chiffres. En tout cas, je voudrais vous expliquer comment l'écrémage se fait par lui-même. C'est bien là la difficulté. C'était le but. Une autre question qui est assez importante, grand rabbin Olivier Kaufmann, quelles sont les motivations des candidats? La foi, la vocation, donner le meilleur de soi-même pour le bien des autres, ou l'argent? Je vais laisser le soin déjà à notre ami, le rabbin. Moi, je voulais rapidement. Vous voulez revenir sur... Bien sûr, parce que vous parlez d'expérience. Vous demandez qu'est-ce qui est mieux, l'alternance ou pas? Moi, je vais vous faire part de mon expérience. Alors, j'avais déjà un petit peu d'expérience dans les communautés à travers le monde, mais je vous assure que c'est très, très différent lorsque vous êtes en poste et que vous avez pleinement la responsabilité. C'est-à-dire, on met en pratique des choses qu'on a appris, certes, théoriquement, mais il y a tellement d'aléas. Et vous savez que le Shamash, toujours, il dit à la synagogue, il dit « Rabbin, c'est pas un métier pour un juif ». Il dit toujours ça. Et je vous promets, dans la synagogue, vous êtes censé être on va dire le guide spirituel, pour pas dire encore une fois que vous êtes les détenteurs du savoir, mais vous êtes le guide spirituel de gens qui ont reçu la Torah comme vous. Ça veut dire que nous, ici dans cette salle, on est tous juifs, on a tous reçu la Torah. Donc la Torah nous appartient à chacun d'entre nous. Donc vous avez ce que vous avez appris, vous avez la coutume de votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, et vous arrivez en plein milieu d'un film, et vous prenez un épisode, et c'est l'épisode où vous êtes devenu le rabbin, le nouveau leader d'une communauté. Mais vous savez, il vous faut 2-3 gilets par balle. Il vous faut... mais vous savez... Non. Ils sont pas des... Ils tirent à blanc, hein, Michelet. Ils tirent à blanc. Non mais je vous promets que c'est... Pour un jeune rabbin, encore, moi j'ai 30 ans. Ça veut dire ceux qui arrivent... Et c'est pour ça que le grand rabbin Kaufmann ne voulait pas que j'arrive dans une communauté qui soit une petite communauté. Il m'a dit, tu as 30 ans, tu vas aller déjà... dans une communauté qui soit un peu plus grande, parce que tu peux plus encaisser. Mais je vous dis que l'expérience, pour moi, est obligatoire. C'est-à-dire que l'alternance... C'est pour ça que
au séminaire, on donne maintenant des cours de psychologie. Voilà. Et oui. C'est un psychiatre qui les donne. Alors attendez, j'ai pas eu la réponse à ma question. La question, les motivations, le dernier point, la foi, la vocation, donner le meilleur de soi-même ou l'argent. Alors, il faut en parler de l'argent aussi. J'allais le dire tout de suite. Il a dit que l'argent est lié au président. C'est simple. Si le président comprend qu'un rabbin... Il n'est pas lié au rabbin. Alors, à la motivation du rabbin. Alors, je suis pas là, vous dégagez en touche. Je ne suis pas président. Et ce que je veux vous dire, c'est que le Maurice Nidam, le président de la CIN, et justement a très bien compris cela, que en fait, un rabbin, c'est un investissement. C'est-à-dire que si on regarde rabbin, charge salariale, combien il me coûte, eh bien, je ne prends pas un rabbin du séminaire. Combien il rapporte. Exactement. Si vous êtes un président qui avait une bonne gestion et vous avez compris combien un rabbin il rapporte, alors vous investissez. Si vous voyez une autre charge salariale et vous voyez un gain qui est augmenté par le fait qu'il sorte du séminaire israélite de France, parce que d'ailleurs c'est un titre, le rabbin c'est un titre qu'on acquiert grâce au séminaire, puisque les autres sont appelés Rav, rabbin, c'est comme avocat, c'est pour ça qu'on dit élève avocat, élève rabbin. C'était une petite précision. Il faut dire que voilà, rabbin c'est un investissement. Maintenant, si c'était pour l'argent, il n'y aurait pas eu 5 entrées par an, il y aurait eu 250 entrées par an. Et juste pour revenir sur cette question de motivation, mais ils ont la foi chevillée au corps. Il a raison, Youssef, de rappeler cela. Mais, parce que, encore une fois... j'ai bien aimé sa réponse, en tous les cas. Hein. Oui, elle est, je dirais, précise. Juste, on parlait de Maurice Nidam. Quand on a un partenariat aussi intelligent avec un président de communauté et une communauté, Maurice Nidam, et je pense aussi au grand rabbin Teboul, qui sont capables d'accepter avec bienveillance les erreurs possibles. Quand des présidents me disent « oui, mais il a fait... » Mais oui, mais encore une fois, il faut que le rabbin parachève sa formation. C'est comme un stage. Donc le droit à l'erreur, ça existe aujourd'hui. On en parle partout, dans tous les domaines. Donc le partenariat, c'était quoi? C'était une progressivité. Youssef a commencé par le week-end. Et puis la confiance entre chacun, tant du côté de Youssef que du côté de l'école et du côté de Maurice Nidam et de tout le conseil d'administration. On avait même fait un Zoom pour qu'avec chacun, il n'y ait pas de malentendu. Quand ça se passe comme ça, le mariage se passe bien. Grand rabbin Olivier Kaufmann, vous avez parlé tout à l'heure d'un écrémage. Comme pour d'autres religions, on a en fait, dans le sein du judaïsme, une crise aussi de vocation. Vous savez, ce n'est pas juste une crise de vocation. Si vous regardez les chiffres, Marlène Schiappa, pourquoi elle est allée parler sur RCJ et soutenir certaines institutions sociales de la communauté? Parce que c'est une crise générale, morale, la crise du bénévolat. Donc ce n'est pas juste un problème de vocation, c'est un problème de bénévolat. Aujourd'hui, on est dans une société où on est de plus en plus individualiste. Donc, le judaïsme, la communauté juive n'échappe pas à la règle. On devrait être un contre-courant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit se battre pour aller recruter, pour aller chercher des vocations. Ce ne sont pas des jeunes qui ont perdu la vocation, qui ont perdu la foi. Bien au contraire, il y a un renouveau spirituel, tant au niveau du rituel que du retour au texte. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a une sécurisation ? Parce que l'idée, ce n'est pas juste, je le disais au dernier congrès rabbinique, ce n'est pas juste de recruter et de former. Mais après, il faut les accompagner, tous ces élèves, et pas pendant 1 an, 2 ans. C'est de savoir comment il va grandir, notre rabbin, comment il va s'épanouir, comment il va avancer. Alors, je ne parle pas de plan de carrière, mais il faudrait quand même imaginer une évolution pour qu'il y ait une valorisation de la fonction rabbinique qui fera inévitablement tâche ou pas sur le reste je dirais, du système. Aujourd'hui, si on valorise la fonction rabbinique, on aura peut-être un peu plus envie de devenir rabbin. Alors, je ne dis pas que l'école aussi doit faire son introspection et doit revisiter aussi sa fonction de travailler l'enseignement. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un problème général. Il faut avoir je pense que l'envie de donner envie d'être juif, je pense que tous les jeunes l'ont. Sauf qu'il y a plusieurs manières
d'exercer aujourd'hui. On n'est pas obligé d'être rabbin d'une communauté consistoriale pour enseigner la Torah. Et toute la difficulté aujourd'hui, c'est d'expliquer à ces jeunes, vous pouvez être enseignant, vous pouvez être marié, vous pouvez vivre pleinement votre judaïsme, le rabbinat ne sera pas une entrave à votre épanouissement. Et c'est ça, en fait, la vraie question. C'est, est-ce que Yosef, dans 10 ans, sera un rabbin épanoui? C'est ça la vraie question. Parce que si c'est juste pour qu'on se dise, bon, ben voilà, très bien, on a placé quelqu'un pendant 3-4 ans, puis après, vaille que vaille. Non, il faut se projeter. Et quand Yosef parlait d'investissement, ce n'est pas juste économique. Voilà. Et je dirais que le sourire de Maurice et l'accueil que lui a réservé la communauté de Michelet, ce sont des gages, et je le dis, puisque je sais qu'il y a quelques fidèles ici, vous ne pouvez pas imaginer ce que... Voilà, quand Yosef revenait à Paris avec le sourire, j'ai dit, maître du monde, je remerciais, tous les matins, je priais pour que... Non, parce que... Quoi? Tant mieux. Non. Voilà. Bon, notez au procès verbal. Voilà. On va revenir un petit peu au recrutement. Je présume, comme pour toutes les entreprises, il faut rédiger une lettre de motivation pour s'inscrire, une lettre de motivation personnalisée, se présenter, peut-être aussi passer un entretien. Rabbin Kaufmann? Je peux répondre? Oui, bien sûr. Rabbin Zerdoun, allez-y. Vous avez passé ce genre d'épreuve, entre guillemets? Bien sûr, bien sûr. Alors, vous demandez un rendez-vous en novembre, vous l'avez en mai. Et oui, c'est très long. Pourquoi cette disproportion de date? C'est long. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, a priori. Donc, et vous arrivez dans le bureau du grand rabbin. Donc c'est un bureau qui parle de lui-même, puisqu'il y a une histoire, il y a des photos, il y a des livres. Vous pouvez rester dans ce bureau et en fait contempler chacune des étagères des bibliothèques et vous demander quel est le dernier grand rabbin qui a touché ces livres. Parce que c'est vraiment historique, ce bureau. Et donc, et là, le grand rabbin Kaufmann est assis, et avec une forme de contrat. Alors, bien sûr, qui contient le règlement intérieur, le règlement de l'école, la fiche pédagogique et votre engagement. Et donc voilà, c'est un peu cela le début de l'entretien. Mais cet entretien, vous l'avez qu'une fois que votre dossier est validé. C'est-à-dire que vous avez vos diplômes universitaires, votre parcours, mais aussi votre certificat de judaïté, puisque vous aspirez quand même à devenir rabbin. Et il y a écrit également un bilan psychologique. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Bilan psychologique. Profil psychologique. Voilà. Il faut être quelqu'un de normal, quoi. Voilà. C'est ce qui m'a marqué. Moi, je vous parle de l'expérience, pas du fond de ce qui a été décidé. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et voilà, au Hachem, je suis là aujourd'hui. Alors, je vais juste expliquer le cheminement. En fait, la difficulté qu'on a, c'est que moi, en toute transparence, je ne décide pas tout seul. Donc, en fait, le dossier, il va quand même être revisité avec certains professeurs. Et donc, la difficulté qu'on a, c'est aussi évoquer le parcours. Parce que souvent, vous avez des parcours où il y a des césures. Et ça nous demande aussi un véritable travail d'investigation pour voir quel est le rabbin qui pourrait... C'est un travail de DRH. Ben oui, parce que je vais vous dire, on n'est jamais à l'abri. C'est pas parce qu'on a fait ce travail qu'on n'est pas à l'abri de surprises. Mais c'est vrai que souvent, comment dire, l'école rabbinique peut être un pis-aller. Et si on ne détecte pas, je dirais, ça peut arriver, une fragilité psychologique ou un CV gonflé, mais qui ne correspond pas à la réalité. Donc, je ne dirais pas qu'on fait une enquête, mais avec l'expérience maintenant, j'ai appris qu'il fallait disséquer un CV. Et donc, souvent, quand ça prend du temps, c'est que tout simplement, on n'a pas les réponses à toutes les questions et que la discussion que j'entame aussi avec les professeurs, c'est de mesurer le défi qui nous est lancé avec tel ou tel élève. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, alors peut-être que j'ai tort, mais en fin de compte, la difficulté, on pourrait dire non tout de suite, parce que quand on voit un dossier qui est bancal, bon, la question, c'est véritablement à chaque fois d'aller au plus profond des motivations, mais à l'aune de ce que certains pourraient nous dire
qui connaissent mieux que nous le candidat. Rabbin est une fonction prenante, même si en dehors des offices, il peut être sollicité à tout moment, le jour, la nuit, et la vie de famille, bien sûr, peut s'en ressentir. Alors, Rabbin Zerdoun, si on pouvait vous aider, si une communauté pouvait vous aider, comment elle devrait vous aider? Vous voulez une réponse théorique ou pratique? Ah, surtout pratique. Vous me prenez au piège, là. Financièrement? C'est pas la motivation tant que... Mais vous avez dit que c'était pas une motivation. Non, ça veut dire de toute façon, vous n'êtes jamais bien payé. Non, mais est-ce que par 5 000 exemple... euros par mois, c'est jamais suffisant. Mais non, mais est-ce que par exemple, vous avez des gens au sein d'une communauté qui se sont présentés ou qui veulent vous donner un coup de main pour ceci ou pour cela? Alors, ne serait-ce, par exemple, ranger des chaises? En fait, je pense que votre question, elle est... il y a différents types de synagogues. Parce que tout à l'heure, Rabbin Kaufmann disait qu'il y avait un problème de motivation, mais dans la communauté. C'est-à-dire qu'on trouve de moins en moins de gens qui veulent donner des coups de main. Alors, et vous avez ça dans votre communauté aussi, au centre Michelet? C'est exactement comme ça que j'allais vous répondre. Il n'y a plus de bénévolat? C'est-à-dire que je vais plutôt essayer de comprendre votre question pour vous expliquer pourquoi je ne me sens pas piégé, mais presque. Parce que finalement, est-ce qu'on peut comparer toutes les communautés? Toutes les villes sont différentes. Déjà, sur le plan général, universel, les régions sont différentes. Ensuite, vous avez différents types de synagogues, soit sur le plan liturgique, mais vous êtes directement plongé dans moi, je suis dans un centre. Voilà. Alors c'est à vous que je parle. Moi, ne parlez pas de généralité. généralité. Vous, personnellement, si vous deviez demander quelque chose pour qu'on puisse vous aider, ça serait quoi? Aujourd'hui, je suis... Vous avez besoin de quoi? J'ai besoin d'un community manager. Vous savez ce que c'est un community manager? Oui, c'est pour aller sur les réseaux sociaux. Oui, mais vous avez besoin de vous exprimer. Je le fais, mais tout seul. Ça veut dire que ça me prend énormément de temps. Je rédige des messages. En fait, c'est de la com. Et donc vous lancez. Vous lancez un appel. Lancez un appel. Voilà, mais je pense que c'est au directeur du... Non, vous pouvez vous-même lancer un appel. La radio, elle est entendue. Alors lancez un appel. Voilà, un community manager, ça prend du temps, il faut être toujours à l'affût, il faut être très présent. Maintenant, au Hachem, il y a un chamage dans la synagogue, et ça veut dire, vous savez, ce bado? Bedo. Bado, c'est un passant. Bedo, c'est un chamash. Ok, ce bedo qui est présent, qui est là pour m'aider. Ensuite, on a des administrateurs il y a M. Alphon, M. Orvieto, M. Obadia, qui sont là également pour m'aider à organiser les événements qu'on souhaiterait mener à bien. Et donc voilà, et on va dire sur tous ces plans-là, on a de quoi? On a de l'aide. Maintenant, on va dire sur les réseaux, aujourd'hui, il y a une équipe de jeunes qui est présente au sein du consistoire. Mais moi, personnellement, voilà, il y a toujours des choses à faire. Donc... En fait, vous voulez renouveler votre auditoire pour que les gens viennent directement à la synagogue. Et vous aussi, vous connaissez l'histoire du centre Michelet. C'est que c'est un centre qui était le centre communautaire du consistoire de Nice. Et donc, il a une histoire. Mais à chaque fois que je parle aux gens, et je leur dis, voilà, je suis au centre Michelet, ils me disent, ah oui, c'était quand j'étais petit, j'allais avec mes parents, etc. On parle au passé de ce centre. Donc, moi, mon rôle... Mon challenge aujourd'hui, c'est de l'actualiser. Et pour qui dit actualiser, dit mettre à jour. Et une mise à jour, ça se fait de façon moderne. Donc on a besoin des réseaux, Facebook, Instagram, etc., pour faire parler de nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas peut-être présent sur l'événement au moment où cela se passe, il peut le partager après, ou bien entendre parler des futurs événements, etc., etc. Donc aujourd'hui, cette technologie, elle doit être utilisée. C'est ce qu'on appelle de la communication. Exactement. Et donc aujourd'hui, c'est moi dans ma fonction... On en parlait tout à l'heure avec le grand Rabbin Kaufmann. Aujourd'hui, j'arrive à faire le reste un peu tout seul. Il y a les secrétaires qui sont là, le grand rabbin Teboul qui est présent, etc., etc. Maintenant, au niveau des réseaux, il y a des jeunes qui sont là, mais ils sont très occupés parce qu'il y a le DEJ, les EI, le consistoire régional, les événements, etc. Donc moi, au sein du centre, c'est ce qui me prend le plus de temps personnellement. Voilà. Alors, savoir communiquer avec les fidèles est un exercice difficile
et vous en avez la preuve. Prendre la parole devant un auditoire, maîtriser ses émotions, son stress, s'exprimer clairement avec aisance, improviser, ordonner ses arguments, convaincre un auditoire, ça n'est pas une chose facile. Grand rabbin Kaufmann, est-ce qu'il y a une formation qui est prévue dans ce sens au sein du séminaire? Alors, c'est une question qui mérite toute notre attention. Il y a eu à un moment donné l'organisation de cours de communication, mais ça ne répondait pas précisément aux attentes des élèves et ça ne nous aidait pas à réfléchir comment répondre aux défis. Oui, parce qu'on sait pertinemment que sur 1 heure de discours, le cerveau, il arrive grosso modo à être présent 20 minutes. Avant d'en arriver là... Et sur ces 20 minutes, il y en a vraiment 10 qui sont effectives. Alors attendez, ça c'est une question, mais il y en a une autre. C'est déjà, il faut que le rabbin soit écouté. Parce que vous me dites 20 minutes, et des fois il y a des gens qui sortent pendant le discours du rabbin. Donc vous voyez, donc il y a déjà cette question. Comment le message peut être audible? Et je dois dire que l'expérience la plus concluante qu'on a pu mener, grâce au soutien de Charles Sulman, c'est un atelier d'humanisation de la relation rabbin-fidèle. Alors on l'a fait qu'une fois, en une journée entière, et il est prêt à revenir. Et c'était véritablement l'art de la rencontre et de l'annonce. C'est-à-dire qu'en fait, avec un monsieur qui s'appelle Serge David Waknin, qui est metteur en scène, écrivain, universitaire et qui a travaillé avec les médecins, qui a travaillé avec toutes sortes de corporations, c'était l'idée de traiter de l'humanisation de la relation rabbin-fidèle pour qu'il y ait une meilleure écoute, donc des exercices d'écoute et de relations humaines et écriture de situations difficiles. Donc, gestion du stress, mise en place d'exercices d'éveil en situation d'écoute et de présence. Et donc, la dynamique du groupe qu'il a su installer, et il n'y avait pas que des élèves rabbins, il y a même des rabbins qui venaient de débuter, c'est qu'il a réussi à impliquer tous les participants pour travailler une meilleure communication verbale et écrite sous le signe de l'empathie. Parce que si vous n'avez pas d'empathie, vous pouvez avoir une grande érudition, mais vous ne rentrez pas en contact avec l'auditeur. Il y a la manière de poser son corps. Et le rabbin avec le fidèle. Oui, et de porter son regard. Donc le fidèle, s'il ne se sent pas concerné déjà, parce que le rabbin fait une sorte de cours magistral sans qu'il y ait véritablement d'échange de regards, alors le message ne passe pas. Donc souvent les gens ils disent oui, on n'entend pas le rabbin parce qu'on ne le voit pas. Ou bon, vous savez, les gens, tout est psychologique. Alors maintenant, sur l'art de la concision, tous les professeurs, et je le redemande à tous les professeurs, ce n'est pas juste un professeur, tous les professeurs doivent faire travailler et sur l'écrit et sur l'oral, que ce soit le Talmud ou ailleurs, d'être concis, convaincant et aller à l'essentiel. L'art oratoire... Donc synthétiser. Oui, l'art oratoire du sermon qui doit être le cahier des charges entre 8 et 10 minutes, c'est de traiter pas 10 questions, c'est de poser une question et d'y répondre. Et d'accompagner le fidèle vers une actualisation, pour reprendre le terme du rabbin Zerdoun, une actualisation du sujet qu'on a pu traiter dans la paracha, puisque la Torah n'est pas désuète ou obsolète, elle n'est pas archaïque, elle est à chaque fois un point d'ancrage pour chacun d'entre nous dans notre quotidien. Alors pour terminer cet entretien, je me devais de vous poser cette dernière question que je dirais existentielle. Grand rabbin Kaufmann, mais bien sûr, le rabbin Zerdoun peut ici aussi y répondre. Le rabbin doit-il s'adapter à une communauté ou la communauté doit-elle s'adapter au rabbin? La question pour la poser au peuple juif. Le peuple juif a toujours été capable de s'adapter. Le rabbin fait partie du peuple juif. Ben oui, justement. Donc, le rabbin, il doit montrer l'exemple. Il doit montrer aux juifs qu'il est fini le temps de raser les murs. On n'a pas à rougir de ce qu'on est et des valeurs que nous ont léguées nos parents et nos grands-parents. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être en capacité de pouvoir à la fois incarner un judaïsme authentique et être capable, donc parfois d'être à contre-courant, de ne pas être dans le politiquement correct ou dans les effets de mode, ou parfois d'être des juifs de cour. On sait très bien que ça n'a jamais marché dans notre histoire, ça marche un peu, mais pas toujours. Et donc d'être l'incarnation d'un judaïsme qui vient à chaque fois révolutionner la pensée, donner de la matière à penser sur tous les plans. On a notre mot à dire sur toutes les questions d'éthique, sur toutes les questions sociétales. C'est ça, être juif. Donc la question, ce n'est pas savoir si on s'adapte ou pas, c'est d'être à l'écoute des problèmes d'aujourd'hui, de pouvoir s'intégrer sans se diluer dans la masse. Mais vous savez,
si je pouvais conclure mes propos, c'est par cette vision chassidique à propos des lumières du Shabbat. Vous savez que dans le traité talmudique Shabbat, on nous dit Ragil Bener, c'est-à-dire celui qui a pour habitude de regarder les bougies du Shabbat aura pour mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim, érudits, des sages. Et le commentaire de Rashi nous explique que ça s'applique à toutes les bougies, celles de Shabbat et celles de Hanouka. Mais là où j'en arrive au commentaire, c'est, avant d'arriver à la vision chassidique, c'est que le Maharal de Prague nous dit que la bougie, elle est associée au monde. Autrement dit, il faudrait lire cette maxime talmudique de la manière suivante. La bougie ou la lumière? La lumière. Quand on dit bougie, c'est lumière. En fait, c'est la mèche. Voilà, vous avez raison. En fait, la vraie traduction de nerf, c'est pas bougie. C'est véritablement la mèche qui produit la lumière. La flamme, tout à fait. Celui qui a pour habitude de regarder le monde comme une bougie, comme une flamme, aura pour enfant des Talmidei Chachamim, des érudits. C'est-à-dire que le Maharal de Prague nous explique que, alors que tous les matériaux se consument, la cire ou la mèche, l'huile, la flamme, elle reste vivace. Autrement dit, elle est éternelle. Autrement dit, si nous sommes capables, là où nous nous trouvons, même au fin fond du monde, de parvenir à libérer l'essence spirituelle dans les endroits où on pourrait dire il n'y a pas de spiritualité. Le juif, c'est celui qui est capable de faire émerger. C'est pas difficile de faire émerger la spiritualité dans une synagogue ou dans un yeshiva. Mais quand le rabbin consistorial ou le rabbin tout court est capable d'aller là où on n'attend plus le rabbin, là où on n'attend plus la spiritualité, et que lui est capable, à la manière de cette maxime, de libérer une flamme intemporelle, alors là, on regarde le monde comme une bougie, c'est-à-dire qu'on lui reconnaît un potentiel spirituel infini. Il n'y a pas des gens qui seraient cachers et d'autres qui ne le seraient pas. Le rabbin consistorial, il prend l'homme tel qu'il est, la femme telle qu'elle est, et après il l'accompagne vers la lumière. Un grand merci au grand rabbin Olivier Kaufmann, directeur du séminaire israélite de France à Paris, qui forme pour les communautés de France des futurs rabbins, et au rabbin Zerdoun de la synagogue et du centre Michelet à Nice. Merci pour vos explications, merci pour vos commentaires.